Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques du CSD, un nouvel épisode aujourd'hui, épisode numéro 9. Je reçois à cette occasion Wesley Baeng, ancien professionnel du football. Donc merci Wesley de nous accorder un petit peu de ton temps. Merci pour l'invitation. On va redémarrer avec les questions habituelles. Le petit Wesley. Alors déjà, tu as commencé le foot à quel âge Wesley? Déjà bonjour, à tes spectateurs. Bonjour au club des Damartin. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. À l'époque, moi je suis un enfant de France 98. Juste après que la France ait gagné la Coupe du Monde, j'ai commencé le foot. Et en fait, c'est allé super vite parce que j'ai fait que 2 ans au Blanc-Ménil, qui à l'époque était partenaire avec le club du Havre. Donc on rappelle, tu es originaire du Blanc-Ménil. Blanc-Ménil, ouais, c'est très important de le rappeler. Parce que vous verrez qu'il y a une transition après, un lien. Très important de le rappeler. Donc tu as commencé à 7 ans, directement par le foot, c'était ton premier sport? Ouais, c'était mon premier sport. J'aimais bien le basket quand j'étais petit. Mais tu sais, dans la cour et tout, à la récré, ce qui était le plus pratiqué, c'était le foot. Donc d'ailleurs, naturellement, en fait, ce sont les gens qui m'ont dit « Inscris-toi, tu joues bien ». Et même, je jouais avec les plus grands. On m'avait acheté ma première paire de crampons et tout. Grande dédicace à Jean. Il me les avait offerts des, je sais plus c'était quoi, Mizuno, je sais plus quoi, c'est pas la marque. Jean qui était coach? Non, même pas, c'est un pote, un pote du quartier. Et qui avait déjà une paire de crampons, parce que moi je savais pas à l'époque que tu jouais avec des chaussures différentes. Puis non, je jouais sur les terrains rouges. Ouais, terrain rouge. Et tu as commencé au club de Blanc-Ménil, donc pendant 2 ans, c'est ça? En fait, ouais, j'ai fait 2 saisons. Donc à l'époque, tu vois, maintenant c'est U8, U9 et tout. À l'époque, ça s'appelait Poussin. Et ensuite, il y avait Benjamin. La catégorie juste avant de passer à 11, c'était Benjamin. Donc moi, j'ai joué 2 ans, non même pas, j'ai fait Poussin deuxième année, Benjamin première année et j'ai signé au Havre. Donc je suis arrivé au Havre en Benjamin deuxième année, mais j'étais surclassé en moins de 13. D'accord. Et là, arrivé au Havre, enfin, ça se fait comment? Par des détections? En fait, ouais. Donc, comme je disais, vu qu'il y avait un partenariat entre le Blanc-Ménil et le Havre, donc dès lors qu'il y avait des joueurs assez performants avec le Blanc-Ménil, ils étaient signalés au Havre. D'accord. Et je me rappelle, j'avais fait une détection à Issy-les-Moulineaux. Donc c'était le premier tour. Ensuite, à la fin, ils avaient dit qu'il était conservé pour le second tour. Et le second tour, on est allé au Havre et on a fait de nouveau la détection. Et à la fin, directement, ils ont dit qui était conservé pour intégrer le centre de formation. Ok. Donc là, arrivé au Havre, alors là, c'est changement de paysage. Tu es resté en pension complète là-bas. Pendant, c'était quoi, un mois, par semaine? Alors en fait, donc tu vis en centre de formation et on rentrait peut-être une fois par mois à l'époque. Et je suis parti très tôt, je suis parti à 10 ans et demi. Pas facile. Donc à 10 ans et demi, c'est pas très simple de rentrer qu'une fois, de pas trop voir ses parents, etc. Mais voilà, après au fur et à mesure, tu t'y fais et tu crées des liens vraiment forts avec les autres membres du centre de formation. Et moi, je pense ce qui m'a aidé, c'est que je me suis aussi ouvert à la ville du Havre. C'est-à-dire très tôt, je me suis fait des amis, je suis arrivé en 6e. De province. Voilà. Très tôt, je me suis fait des amis du Havre qui venaient d'environnements similaires aux miens. Au Blanc-Ménil. Ça m'a permis de me sentir chez moi. Et tu étais scolarisé dans le centre de formation ou c'est une scolarisation externe et tu rentrais au centre pour le… Le Havre, comparé à certains centres de formation, eux, c'est externalisé. Ça veut dire que tu vas dans un collège public avec tout le monde. Et je pense que c'est important de vivre ça comme ça, même en termes de socialisation. Tu vois du monde, tu sors même du centre. Et donc, on avait le collège et pas loin, il y avait le stade des entraînements. On y allait même à pied. C'était le stade de l'Aune à l'époque. On y allait à pied et puis c'était cool, quoi. Ça nous permettait de sortir, tout simplement. Et donc, l'aventure au Havre, combien de temps? J'ai fait 7 saisons au Havre. Ok. Donc, jusqu'à jeune majeur ou majeur? C'est ça. En fait, je suis arrivé à 10 ans et demi et je suis parti du Havre à 17 ans et demi. Et en gros, j'ai fait peut-être la partie la plus importante de ma vie au Havre. C'est pour ça que j'ai des attaches assez fortes avec le club et la ville. Bon, belle région. Ouais, non, en fait, la Normandie, c'est drôle parce que quand tu es ado, tu dis c'est la campagne. Ah oui, clairement. Voilà. Surtout quand tu es du 93. Voilà, exactement. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que c'est une région magnifique, avec des spots incroyables. Normandie, Bretagne, c'est… Ouais, carrément. Franchement, c'est une très belle région. Et alors, qu'est-ce qui a fait que, du coup, l'aventure Le Havre,
Tu es passé à quoi après? Non, en fait, le Havre, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de. Donc, comment dire, je suis parti à 17 ans et demi, mais j'étais en fin de contrat aspirant. Donc, c'est un contrat de 3 ans que j'avais signé 3 ans auparavant. Et à l'issue de ce contrat, le Havre me proposait un contrat stagiaire pro. Et Newcastle me proposait un contrat professionnel. Et donc j'ai choisi d'aller à Newcastle. Après, bon ou mauvais choix, ça c'est un choix. Débat, voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Ce qui a été compliqué, c'est que moi j'étais entre guillemets l'enfant du club. J'étais arrivé assez tôt, et je pense que le club a mal pris l'épisode de fin. Voilà comment ça s'est terminé, parce qu'entre deux, il y a eu un essai illégal à Bolton, etc. Il y avait même eu des articles de presse qui étaient sortis. Et vu que dans ma vie privée, j'avais vécu pas mal de drames, le club m'avait énormément soutenu. Oui, tu étais un peu l'enfant du club, voilà, et je pense qu'il misait aussi sur toi. Bien sûr, par rapport à mon talent, par rapport à ce que je montrais sur le terrain. Et derrière, malheureusement, ça s'est fini comme ça. Moi, j'ai quand même eu la chance de signer mon premier contrat professionnel derrière. Mais on aurait pu avoir une meilleure issue. Mais voilà, aujourd'hui, tout est à plat. C'est un club que je valorise énormément. Si je porte les valeurs que je porte, c'est grâce au Havre Athletic Club. Oui, c'est eux qui t'ont fait quelque part. C'est eux qui m'ont éduqué carrément. Et alors, tu passes du Havre à l'Angleterre. Donc là, encore nouvelle culture, nouvelle vie. Ça se passe bien au début? Franchement, au début, un peu complexe, parce que en plus, le nord de l'Angleterre, ils ont un accent assez fort. Tu gérais l'anglais ou? Alors, moi, j'étais bon à l'école sur l'anglais, parce que c'est une langue que j'ai toujours kiffé. J'ai toujours kiffé le championnat anglais, donc je me disais un jour, j'irai jouer là-bas. J'étais bon à l'écrit, par contre, comprendre, c'était très compliqué. Et ce qui est complexe au départ, si tu parles pas trop la langue, dans un vestiaire, tu as du mal à montrer ta personnalité. Et je pense que de l'extérieur, les gens ne se rendent pas compte à quel point dans un vestiaire, c'est important qu'on comprenne qui tu es. Donc même pour bien t'entendre avec les coéquipiers et tout, la chance que j'avais, c'est qu'il y avait quand même 5-6 francophones. Habib Bey, Charles Nzogbia, Abdoulaye Faye, David Rosnat, Claudio Cassapa, etc. Donc ça m'a permis de m'intégrer, mais je sentais que pour interagir avec le reste du groupe, j'avais des limites. D'accord. Et donc là, tu commences tes saisons là-bas, tu restes combien de temps? J'ai fait 3 saisons là-bas. Oui, j'ai oublié de te demander, tu as un poste de prédilection? Ouais, attaquant. Donc tu es rentré là-bas, attaquant direct? Attaquant, des fois je jouais un peu ailier, parce que j'aimais bien éliminer et tout. Et donc j'ai fait 3 saisons là-bas, dont une saison et demie un peu out, parce que je m'étais fait une rupture des ligaments croisés. Et malheureusement, c'était assez compliqué. Et ce qui est dur dans ces moments-là, c'est que les gars qui étaient derrière toi au niveau de la concurrence, tu les vois te dépasser. Ça leur permet de briller aussi, grâce à ça. Tu les vois te dépasser, tu les vois te même mettre un boulevard en fait. Donc ça, c'était assez compliqué à gérer. Et donc au bout de 3 ans, fin de contrat? Au bout de 3 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que première année, on est en première ligue. Deuxième année, on est en première ligue, mais on descend. Troisième année, on est champion en championship, donc on remonte. Et le club nous fait comprendre aux jeunes joueurs qu'il y allait avoir pas mal de dépenses pour ramener des joueurs assez confirmés, et que nous, on avait besoin de temps de jeu et qu'il fallait aller. J'aurais pu rester, mais ce qu'on me proposait, c'était pas en adéquation avec ce que je voulais. Et après, j'ai décidé de partir. Sans mesurer l'importance de ce choix de carrière. Ah oui? Ouais, parce que derrière, vu que j'avais un salaire assez important à Newcastle pour mon âge, du coup derrière j'ai eu pas mal de propositions, mais moi je voulais que les propositions ressemblent à celles de Newcastle. Sauf que j'avais 20 ans et que je sortais de graves blessures et tout, donc forcément les clubs n'allaient pas miser gros sur moi. Donc là peut-être douche froide un peu? Douche froide, parce que j'ai galéré. Après Newcastle, j'ai pas rebondi direct. J'ai mis 5-6 mois avant de rebondir en division 4 anglaise, tu vois, tellement j'avais... Alors, je devais signer à Ingolstadt en D2 allemande. On s'était mis d'accord sur le contrat et tout. Puis, il y a un nouveau coach qui est arrivé avec d'autres attaquants en prêt, du Werder et compagnie. Donc ça... Et là, en fait, grosse erreur, dans le foot comme dans la vie, tant que ce n'est pas signé noir sur blanc, il ne faut pas dire non. Et moi, à ce moment-là, vu qu'il y avait l'accord avec Ingolstadt, j'ai dit non à tout le monde. Et sauf qu'après, quand tu reviens pour dire non, mais finalement, là, ils ont déjà recruté, ils ont déjà avancé. C'est comme dans le monde professionnel, exactement, dans le monde du travail. La même chose.
Et alors, la question peut-être on se pose, c'est pendant ces temps morts, entre guillemets, entre deux clubs, un footballeur vit de quoi? Il touche rien. Il touche rien. Ouais, il vit de ce qu'il a mis de côté pendant son activité. Si, il a mis de côté. Ouais, s'il a mis de côté. Et sinon, il se retrouve comme un citoyen normal. Sinon, il n'y a rien. Et ce qui est dur, c'est même... tu te sens inutile en fait. Ouais. Tu vas pas. Oui, parce que tu sais jouer au football et sinon. Et en fait, concrètement, tu es au chômage. Ouais. Même si le terme, tu refuses un peu de l'entendre. Oui. Mais factuellement, tu es au chômage. Ou alors tu trouves un petit job et tu vas faire chauffeur-livreur. Voilà, quand je dis chômage non rémunéré. En fait. Et surtout qu'en Angleterre, tu es sur un autre système encore du chômage. D'accord. Et alors, du coup, après tout ça, Après tout ça, donc, je suis allé en D4 anglaise. Et ça s'est mal passé. J'ai fait 2 clubs, ça s'est mal passé. Je suis revenu en France. Moi, je voulais arrêter. Je voulais arrêter le foot. Et je te parle que j'avais 21 ans à ce moment-là. 22, 21, 22. Parce que là, t'as quel âge? Là, j'ai 35. Ah oui, donc ça fait quand même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un mariage, j'ai croisé le président du Blanc-Ménil à l'époque, qui m'a dit prends une licence, fais-toi plaisir et tout. Je l'ai fait. Donc, j'ai fait une demi-saison. Ça m'a redonné le goût. Ensuite, je suis reparti en CFA2 à Dieppe. On est monté en CFA. Et c'était cool, tu vois. On parlait de la Normandie, donc je revenais dans une région que je connaissais. J'apportais aussi mon expérience au sein d'un groupe. J'ai commencé à reprendre goût et à retrouver certaines ambitions et à être sollicité par des clubs de national, Ligue 2 et tout. À ce moment-là, je me suis refait les croisés à mon autre genou. L'histoire des croisés. L'histoire des croisés. Alors, je ne mets pas tout sur les blessures, mais ça m'a freiné. Et à ce moment-là, moralement, j'ai pris un coup. Et je me suis dit... je pense que le meilleur est derrière moi. Donc après ça, je suis revenu en Ile-de-France, à l'UJA, là où j'ai joué avec Price. Et de l'UJA en CFA2, donc National 3, j'ai décidé de revenir au Blanc-Ménil parce que j'étais fatigué. Entre deux, dans ma vie privée avec mes anciens agents et tout, j'avais connu pas mal de galères. Et je voulais m'ouvrir à autre chose en fait. Pour moi, ma carrière, elle a commencé à 10 ans et demi quand je suis parti au Havre. Et à 27 ans, j'étais rincé, vraiment émotionnellement et tout. Le sport de haut niveau. Voilà, et c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, on ne laisse pas les jeunes partir aussitôt dans les centres de formation. Donc, retour Blanc-Ménil, depuis Blanc-Ménil. Alors, au sein de Blanc-Ménil, du coup, qu'est-ce que tu fais ce jour? Alors, quand je suis rentré, moi, j'ai travaillé au service jeunesse en tant qu'animateur. Ensuite, j'ai été directeur de structure. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé une boîte de prestations de petit-déj pour les entreprises. Et à ce moment-là, je voulais rien faire dans le foot parce que j'avais même arrêté de jouer et tout. Overdose. Overdose, je voulais absolument rien faire dans le foot. Et en fait, travailler avec les jeunes, j'ai découvert que j'avais cette fibre aussi de vouloir impacter. Et surtout, je me suis rendu compte de l'aura que l'on a en tant que sportif de haut niveau. Peut-être ta responsabilité aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc derrière, j'ai créé une asso. On faisait des trucs aussi dans mon quartier, un peu plus intergénérationnel. On faisait de l'alphabétisation pour les mamans, on faisait des cours de sport, et tout, plein de choses, des événements et tout. Et au fur et à mesure, j'ai découvert un monde, le social. Il y a des gens extraordinaires. Il y a des assos qui font des gens de l'ombre. Ouais, des gens de l'ombre, exactement. Et des assos qui font de grandes choses. Et du coup, vu que moi, j'aime m'investir sur la question de l'émancipation des quartiers populaires, etc., de la valorisation des parcours de réussite et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde et à agrandir mon réseau. Jusqu'à ce qu'en 2021, je décide de revenir dans le milieu du foot. Donc, je quitte la mairie du Blanc-Ménil. Ça a été un déchirement. Et j'ai créé donc avec mon ancien associé une boîte d'agents de joueurs. Parce que moi, ce que j'avais vécu, je voulais l'éviter à certains joueurs. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a très bien fonctionné pendant 1 an et demi, 2 ans. On s'est séparés, mais en tout cas, pendant qu'on avait cette structure-là, je commençais à faire des choses sur la reconversion des footballeurs. Vu que j'avais acquis la méthodologie de projet grâce au service jeunesse, derrière, je me suis dit, dans le football, je peux amener du social tout en consignant aussi de l'excellence. Et donc, j'ai commencé à travailler sur la reconversion. D'où la passerelle entre ce que tu es aujourd'hui, c'est écrit sur ton bonnet, la causerie. La causerie. Alors, avant toute chose, je voudrais te remercier pour l'invitation que tu nous as faite, CS de Martin et pour ma part, le club du TI et Kickboxing. Pour vous parler de notre projet humanitaire au Sénégal. Donc, merci pour ça. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la causerie? Qu'est-ce que c'est? La causerie, c'est un réseau d'affaires d'anciens footballeurs
dédié à la reconversion professionnelle des footballeurs. Donc le but, c'est de s'apporter du réseau, de la visibilité, des contacts, pour certains de leur permettre d'avoir un meilleur chiffre d'affaires. Mais le premier truc, c'est l'entraide. D'accord. C'est l'entraide parce que généralement, les anciens footballeurs, on est un peu isolés, chacun, soit dans notre ville natale ou la ville où on s'est installé et tout. Et moi, je me rendais compte en discutant avec les uns et les autres qu'on avait tous un réseau extrêmement important. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, tout ça, il n'y a pas de connexion. Voilà, tout ça, faut qu'on le mutualise et qu'on fasse de grandes choses. Et comme tu l'as dit, vous êtes un club, vous menez un projet humanitaire. Et moi, c'est l'idée que je défends. C'est que le football, c'est un levier formidable pour mener de gros projets du côté social. J'ai été président de club. Ouais. Je vais de nouveau me présenter pour la présidence du Blanc-Mesnil parce que j'ai envie, grâce au football, j'ai envie de changer les choses en fait. Et donc tu organises ça à travers des réunions. Ouais, des réunions mensuelles. Tu rassembles alors toujours des gens qui gravitent autour du football à des postes différents. Majoritairement des anciens footballeurs. Et des gens qui gravitent autour du sport. Médias, parce que faut inviter aussi de la diversité, même d'autres sports, même d'autres secteurs d'activité. Mais le noyau dur, on parle d'anciens footballeurs. Et je suis super content parce qu'aujourd'hui, on m'a identifié vraiment comme quelqu'un qui travaille sur ce sujet-là. Un réseau d'affaires d'anciens footballeurs, ça n'existait pas. Et voilà, franchement, ça. Donc c'est ta première réussite. Voilà, et ce qui est cool, c'est que je vois les synergies entre les différents adhérents. Il y a déjà une entreprise qui a été créée entre deux adhérents. Il y en a qui s'apportent déjà du business. Et donc ça me montre que j'avais raison dans l'approche, même si j'ai fait d'autres projets avant sur la reconversion. Mais je pense que le plus adapté, c'est celui-ci. Et c'est tout frais? C'est tout frais, ça a 1 an et demi maintenant. Ouais, donc il y a tout à faire encore. Tu as du travail entre la présidence éventuelle du club de Blanc-Mesnil, le développement de la causerie. Bon, ben voilà, à 35 ans, c'est bon, tu as encore le temps. Ouais, et puis à côté, je suis enseignant. Mais, ah oui mais dans quel domaine? Sur la filière animation, justement. Animation enfants et personnes âgées. Mais c'est un métier que vraiment que je surkiffe. Et en fait, pourquoi j'en parle beaucoup, c'est parce que j'ai eu des équivalences en tant qu'ancien sportif de haut niveau. Et ça, c'est important que les sportifs de haut niveau aient cette information. Puis ils savent qu'ils parlent à quelqu'un qui a vécu. Bien sûr, ils sont en train de vivre sûrement. Et puis je pense que pour les élèves, c'est assez sympa d'avoir un prof qui est un ancien footballeur. Je pense, Et moi, je fais pas mal d'émissions. Je les ai ramenés à Canal quand j'avais une émission et tout. C'était comme des fous. Belle expérience. Donc on est dans la transmission. Bon, parfait. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites encore une fois. Donc Wesley, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. CSDA Martin, toujours on est là. Et à bientôt pour l'épisode 10. Ciao. Allez, ciao.